Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, le rallye Monte-Carlo se prépare, le coup d'envoi de la 90e édition sera donné jeudi prochain. Qui sera au rendez-vous cette année et pourquoi cette édition marque le début d'une nouvelle ère? Le directeur du rallye Monte-Carlo, Christian Tornatore, sera avec nous dans quelques instants pour en parler. Puis nous irons à Tallinn rejoindre Davide Liutenbrain et Valérie Gallo. Le patineur monégasque s'est classé 20e au championnat d'Europe. Impressions et réactions à suivre. Ce soir, nous nous sommes également intéressés à l'Arche, une structure située à Grasse qui soutient les jeunes adultes en situation de handicap. Et enfin, vous êtes-vous déjà penché sur l'histoire de votre famille? La généalogie est devenue depuis quelque temps un loisir à part entière. C'est ce que vous découvrirez à la fin de ce journal. J-5 avant le rallye Monte-Carlo, un événement que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info jeudi prochain avec le coup d'envoi officiel depuis la place du Casino. L'Automobile Club a dévoilé cette semaine la liste des engagés pour cette 90e édition pleine de nouveautés. Pour en parler ce soir, nous sommes avec le commissaire général de l'ACM et directeur du rallye Monte-Carlo. Bonsoir Christian Tornatore. Bonsoir Émilie. 75 voitures seront au départ de l'épreuve. On retrouve les fidèles de la compétition dont le vainqueur de l'an passé, Sébastien Ogier, mais sans son fidèle copilote, et aussi Sébastien Loeb. Oui, bien sûr. 75 engagés, on a eu 110 demandes, on a laissé quelques concurrents sur le carreau, ce qui est un petit peu dommage. Mais il faut dire que le parc de Monaco est assez réduit. Sinon, effectivement, tous les concurrents principaux sont là. Même quelques extras, parce qu'on n'attendait pas ni Ogier ni Loeb, mais ils seront présents, ce qui va faire la joie des spectateurs français. Ils sont venus parce que ce sont des habitués, et ils ont gagné chacun plus de 5 fois le rallye Monte-Carlo, donc on les accueille bien volontiers. Et puis l'édition 2022 du rallye Monte-Carlo symbolise le début d'une nouvelle ère en championnat du monde avec l'apparition des voitures hybrides en WRC. Elles seront 11 en rallye 1 à prendre le départ, c'est ça ? C'est ça, les 11 voitures prioritaires des pilotes des écuries principales, comme Toyota qui est derrière moi, en train de s'installer d'ailleurs, sont des voitures hybrides. C'est une évolution logique dans la compétition automobile. C'est pas encore du tout électrique, mais peut-être que dans 5-6 ans, on va arriver vers du tout électrique. Alors pour l'instant, ce sont des voitures qui prennent 100 kW de plus de puissance par moment, puisque ça n'est pas constant. Donc ils auront à disposition, pendant les épreuves spéciales, d'un boost, d'un appui supplémentaire qui leur permettra de dépasser les 500 chevaux. Mais c'est un petit peu compliqué à gérer. Ils ont eu des difficultés à régler la simultanéité de l'arrivée de la puissance avec l'accélération, et tous les pilotes sont un petit peu inquiets. Oui, qu'est-ce que ça change pour les pilotes concrètement? Ils ont fait des tests déjà à la fin de l'année. Ils ont fait des tests, mais ils sont tous sortis de la route. Alors ils ne sont pas forcément sortis de la route parce que c'était plus puissant ou parce que c'était un peu surprenant, mais parce qu'ils doivent piloter d'une autre façon, et c'est une nouvelle habitude à prendre qu'ils n'ont pas pour l'instant. Donc on espère, et certains sont encore pas en reconnaissance mais en essai aujourd'hui, notamment Ford, ils sont dans les Hautes-Alpes. On espère qu'ils seront et qu'ils resteront surtout sur la route. Un mot sur le parcours, il a été modifié à plus de 95% par rapport à l'an dernier. Il nous promet encore de belles surprises. Oui, complètement, parce qu'on s'est replié sur la principauté. On a voulu montrer ce que c'était que le rallye Monte-Carlo, parce qu'on a complètement oublié, ici à Monaco, que le rallye avait évolué. Donc ça fait plusieurs années qu'on était basé sur Gap. Et là, on s'est dit, on va redescendre sur Monaco pour montrer à quoi ressemble une épreuve du championnat du monde des rallyes. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Donc on parcourra seulement les routes des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes sur les 4 journées du rallye, avec 300 km d'épreuves spéciales réparties sur 17 épreuves différentes. Donc c'est quelque chose de bien, mais avec le temps qu'il fait encore aujourd'hui, on est un petit peu soucieux quant à la qualification d'hivernal pour le rallye Monte-Carlo. Mais ça, on peut espérer sur la météo, bien que quand on voit le temps qu'il fait, on peut se poser des questions, mais bon, on verra bien. Et le public sera accepté, que cela soit autour du parc ou sur les spéciales? Alors le public sera accepté sur les spéciales, bien entendu, puisque là on respecte les règles sanitaires de la Fédération française, puisqu'on roule en France.
Et sur Monaco, les gens pourront circuler autour du parc d'assistance qui sera réparti entre le quai Albert Ier, la Darse Sud, le quai Antoine Ier, le parking des pêcheurs. Et on aura aussi un point intéressant et amusant, c'est le stockage des pneumatiques, puisque Pirelli vient avec une demi-douzaine de camions sur l'esplanade des pêcheurs. Donc il y aura quand même quelque chose à voir en principauté, bien sûr. Bien sûr. Un dernier mot, Christian Tornator, on n'y est pas encore, mais est-ce que le rallye Monte-Carlo historique est bel et bien maintenu ? Affirmatif, oui, je confirme. Le rallye Monte-Carlo perd 1 ou 2 clients par jour parce qu'ils viennent de contrées un petit peu lointaines et pour lesquelles les mesures sanitaires sont plus difficiles à mettre en œuvre pour venir en principauté depuis leur pays d'origine. Mais sinon, on avait encore la semaine dernière 278 concurrents engagés. Donc on a grand espoir de les accueillir en principauté dans 15 jours. Eh bien, merci beaucoup, Christian Tornator, d'avoir été avec nous ce soir pour nous exposer cette 90e édition du Rallye Monte-Carlo. Et puis, c'est un événement que vous pourrez suivre également en direct sur Monaco Info. Merci infiniment. Merci, Émilie. Bonne soirée. Et ce direct sera complété par plusieurs émissions spéciales. Les précisions avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir. Bonsoir Émilie, effectivement, couverture complète de ce 90e Rallye Monte-Carlo sur Monaco Info. Avec chaque matin dès 8h30, vendredi, samedi et dimanche, votre émission Les Experts du Rallye avec Vanessa Dessy, Christophe Paco et Franck Phillips. Dernier rendez-vous à noter dans vos agendas dimanche à 20h30 pour débriefer ce 90e Rallye Monte-Carlo. Sport toujours, les Jeux Olympiques de Pékin approchent. Les bobeurs monégasques étaient en compétition aujourd'hui à Saint-Moritz. Quels ont été leurs résultats, Frédéric ? À 3 semaines de la plus grande compétition sportive de la planète, dernière manche de Coupe du Monde de bob à 2 cet après-midi à Saint-Moritz sur la dernière piste naturelle au monde. Privé de son pousseur habituel, Boris Vian, malade, Rudy Rinaldi, associé à son frère Anthony, termine 23e de cette épreuve. Oui, et sachez que la délégation monégasque qui participera aux Jeux Olympiques de Pékin sera présentée mardi prochain. Nous recevrons d'ailleurs la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty. On termine par cette information qui pourrait intéresser les fans de l'AS Monaco, Frédéric. En collaboration avec Copa, l'AS Monaco a lancé hier une réédition limitée du maillot 96-97. Une saison historique puisque sous les ordres de Jean Tigana, l'ASM avait décroché son 6e titre de champion de France et avait atteint les demi-finales de la Coupe UEFA avec notamment Fabien Barthez, Thierry Henry, Sonny Anderson ou encore Enzo Scifo. Vous pouvez retrouver ce maillot à la boutique officielle du club ou le commander en ligne sur l'AS Monaco Shop. Merci Frédéric. Et puis on le rappelle, l'AS Monaco reçoit demain Clermont à 15h au Stade Louis II. On reste dans le sport avec du patinage artistique. Les championnats d'Europe viennent de se clôturer à Tallinn. Le représentant monégasque Davide Liutenbrain a réalisé un très beau concours en se classant parmi les 20 meilleurs patineurs européens. Il est avec nous depuis l'Estonie. Il est accompagné de Valérie Gallo, membre de la Fédération monégasque de patinage. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. David est 21e du programme court, 19e du programme libre, ce qui vous classe à 20e place du général. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette 20e place ? Du progrès, beaucoup de progrès et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Alors Valérie, quel regard portez-vous sur ce résultat ? C'est une belle performance compte tenu de la situation sanitaire. Mais au-delà de la situation sanitaire, je pense que personne peut réaliser réellement le cheminement de Davidé. Je veux dire, en 2016-2017, il est 43e au championnat du monde junior. Et là, il se retrouve dans les 20 meilleurs patineurs européens. Je veux dire, en se battant avec des concurrents qui patinent depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Lui, il a commencé un entraînement intensif à l'âge de 13 ans. Donc, je veux dire, c'est extraordinaire. Son dernier championnat, il est 29e, il ne passe pas le cut. Il faut remonter à l'année d'avant, donc il y a maintenant 3 ans, où là, il avait juste passé le cut et où il finit 24e. Donc, c'est pour la fédération monégasque, c'est vraiment c'est super. C'est un très beau résultat et on est vraiment très fiers de lui. C'est un résultat aussi qui salue les autres performances de Davidé, ses records de points. Alors, oui. Vas-y, David. Depuis le début de saison, j'ai fait quand même pas mal de records personnels. Donc, je suis assez satisfait, même si là, je ne l'ai pas fait. On sait très bien qu'aux Europes, c'est quand même plus compliqué à faire. Et non, je suis très satisfait du début de saison jusqu'à maintenant.
C'est ça son point fort à Davidé, Valérie, sa détermination, sa persévérance? C'est vraiment un atout pour lui, c'est-à-dire que dès qu'il a commencé, dès qu'il s'est dit je rentre sur Annecy, où il s'entraîne avec Didier Lucine, avec Mérové Efren et Sophie, qui ont fait un travail avec lui vraiment de fond. Il a voulu y arriver, il a voulu aller, il ne s'est jamais démotivé. Cette année, il a travaillé avec un nouveau chorégraphe sur son programme, il va vous en parler, sur son short programme, ce qui lui a aussi donné une possibilité d'acquérir de nouvelles performances sur le short programme. Mais il a cette détermination, il veut, mais le travail est difficile parce qu'il est parti avec beaucoup de retard vis-à-vis de tous ses autres concurrents. Parlez-nous justement de votre programme court et de tout ce travail qui se cache derrière un tel programme. C'est beaucoup de travail, donc nous on a monté le programme en mai, donc le début de saison étant en septembre, ça fait beaucoup de travail en amont. Donc c'était avec Benoît Richaud, donc un chorégraphe très connu dans le monde entier, et j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau pour acquérir de nouvelles compétences et pouvoir augmenter un peu mon niveau en patinage et mon niveau par rapport aux autres. Et ça paie? Oui, Ah il oui. me semble. Ah oui, non, ça paie vraiment. Et il a aussi un programme long qui est aussi sur un nouveau registre pour lui, là aussi avec un travail avec Mérové. Alors, c'est une belle boucle pour Monaco parce qu'il ne faut pas oublier que Mérové Efrem, elle a représenté Monaco en patinage artistique dans la catégorie féminine il y a plusieurs années, avant Kim, après Aurore Prémont et avant Kim Lucine. Donc, c'est un joli retour. Maintenant, il s'entraîne aussi avec elle, celle qui a monté cette chorégraphie. Je trouve que c'est une belle histoire aussi pour la Fédération monégasque. Oui, Davidé, les Jeux Olympiques de Pékin commencent dans une quinzaine de jours. Une participation aux JO, c'est un objectif à terme pour vous? Oui, c'est un objectif pour les prochains Jeux, du coup, qui seront à Milan-Cortina. Donc, j'espère travailler le plus dur possible pour y arriver. Ouais. Et là, quels sont vos prochains rendez-vous? J'essaie de me sélectionner pour les championnats du monde à Montpellier en mars 2022. Et on croise les doigts. Et on croise les doigts pour vous et on suivra ça de près. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Tallinn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Parlons de toute autre chose à présent et rendons-nous à une 60aine de kilomètres de Monaco. C'est à Grasse que se situe la communauté de l'Arche, un lieu de vie pour les jeunes adultes en situation de handicap. Alexandra Pani, Alexandra Marangoni et Louis Borgia sont allés découvrir leur quotidien. Voyez leur reportage. C'est sur un domaine de 7 hectares que la communauté de l'Arche à Grasse s'est installée il y a 12 ans maintenant. Ce lieu assez unique dans la région accueille une trentaine de jeunes adultes en situation de handicap. 21 sont résidents et 9 d'entre eux y viennent à la journée. L'objectif ici, recréer un véritable foyer, puisque les pensionnaires sont ici sur du long terme. Les personnes accueillies sont des bénéficiaires de l'aide sociale. Les journées commencent à 9h. Leur quotidien est rythmé par les ateliers, notamment du jardinage, art plastique ou encore cuisine, en fonction des spécialités de chacun. Et tout ? On met tout, tu mets tout ici. D'accord ? Vas-y. Voilà, très bien. Parfait, nickel. Voilà, super. Essaye de bien tout prendre. Ensuite, une fois que c'est fait, tu mets la poêle dans la plonge. Voilà, on a 3 activités principales, mais on propose aussi des activités transversales qui permettent aux gens d'aller faire une autre activité, puis des activités sportives, du tennis, du basket, du foot. On propose aussi un atelier karaoké parce qu'ils adorent chanter et danser. Voilà, on essaye de varier nos activités pour que chacun puisse avoir un planning qui est vraiment adapté aux besoins de chacun. Pour les accompagner dans leur quotidien, 15 assistants vivent à leur côté. L'équipe éducative est composée par des éducateurs professionnels, mais aussi des bénévoles, des volontaires, des jeunes en service civique. Le vivre ensemble est la priorité pour construire et créer collectivement. C'est très bien Thierry, il faut continuer, on a tout ça encore à faire. Ouais, bébé. Eh ouais hein. Ouais.
Les Alizés, le Bleu et le Radeau sont les 3 maisonnées construites sur le domaine. Elles abritent chacune une famille reconstituée de 12 membres, 7 personnes en situation de handicap et 5 assistants. Chacun a sa propre chambre, mais telle une famille, tous se retrouvent pour l'heure des repas et partagent des moments conviviaux dans le salon. Donc on l'a ouvert en 2010 avec Romain et Romaric et puis 19 autres personnes qui ont passé des comités de sélection, qui avaient des besoins. C'est donc ici une communauté pour adultes, donc à partir de 20 ans, 21 ans, adultes handicapés mentaux, qui ont des difficultés de vie, qui n'ont pas assez d'autonomie pour pouvoir travailler comme dans un ESAT, un établissement d'aide par le travail comme celui qu'on a fait avec la MAPI à Monaco, et qui sont quand même suffisamment autonomes pour faire de l'artisanat, pour faire du jardinage ou pour faire de la cuisine, comme vous avez pu voir dans les ateliers. Depuis 2014, l'association monégasque des Amis de l'Arche organise le spectacle L'Arche du Cœur, dont les bénéfices sont reversés à l'Arche à Grasse. Ce jour-là, un chèque de 25 000 € a été remis. Il permettra la construction d'un terrain multisport au sein du domaine. Quant au spectacle de cette année, il aura lieu le samedi 5 février à 15 h au Théâtre des Variétés, avec à l'honneur le clown ventriloque Ciboulette et Oscar, et à ne pas manquer une prestation unique de quelques pensionnaires de l'Arche. Le rendez-vous est pris. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'information avec ses chiffres concernant la distribution des autotests en principauté. Frédéric. Et plus particulièrement dans les entreprises. Émilie, après 2 semaines, 30 560 autotests ont été distribués auprès de 612 entreprises. Vous le voyez sur ces graphiques. La demande était forte au début du mois, au retour des vacances. Et pour y répondre, plus de 22 800 autotests ont été distribués entre le 4 et le 6 janvier. Je vous rappelle que le télétravail est obligatoire pour tous les postes qui le permettent dans les secteurs privés et publics jusqu'au 31 janvier 2022. Un mot sur cette annonce de la direction des services judiciaires. Si vous souhaitez assister aux cours dispensés par l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires, les inscriptions sont ouvertes pour l'année 2022 avec une reprise des activités courant février. Ces formations vous permettront de vous préparer au concours de la magistrature et à l'examen d'avocat. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Les naissances, les mariages ou encore les décès, tous ces éléments sont recensés par la mairie de Monaco. Ils sont enregistrés par l'état civil, notamment pour des études démographiques. Les chiffres de l'année 2021 ont été dévoilés récemment. Que révèlent-ils? Je vous propose d'écouter Françoise Gamère-Dinger à ce sujet. En ce qui concerne les naissances, on est en très nette augmentation pour 2021, puisque nous avons eu 976 naissances dans l'année, soit 50 naissances supplémentaires. Il y a également eu davantage de mariages, mais ça c'est dû au fait aussi que l'année précédente, il y avait eu certaines restrictions et que la Covid avait empêché malheureusement jusque-là des unions. Certains couples ont souhaité reporter leur union. Nous avons enregistré malheureusement 603 décès, soit un nombre, je pense que ça fait 68 personnes de plus qu'en 2020 qui sont décédées cette année. Et c'est en partie en consultant les registres de l'état civil que l'on peut établir notre arbre généalogique. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à vos origines, à votre histoire familiale. Eh bien, depuis 2018, l'association Généalogie Monaco peut vous soutenir dans vos démarches. Les découvertes sont parfois impressionnantes. Le reportage de Christine Datomel et Thomas Deus. Autrefois, seuls les nobles et les bourgeois pouvaient investir leur généalogie. À présent, c'est devenu un loisir à part entière et qui connaît un fort engouement, notamment depuis la crise sanitaire, notamment en principauté. Généalogie, c'est génos et logos. Alors c'est les sciences de nos origines. Alors qui dit origine dit la famille. Et en général, depuis le Covid, je crois que beaucoup de gens ont pris conscience que la famille était primordiale par rapport au cercle d'amis. Et donc, ça a permis de découvrir des cousins, des cousines vivants, bien sûr, mais également de découvrir l'histoire de la famille que beaucoup avaient oublié. Déjà, on s'intéresse au patronyme que l'on porte, c'est-à-dire celui que votre papa, en général, vous a donné.
et on remonte de père en fils, enfin de fils en père, et ainsi de suite, par rapport avec la généalogie sur Internet. Et, facilement, on remonte à peu près au début du XVIIe siècle, en France. Voilà. Après, ça devient plus compliqué parce que les actes sont écrits en latin. Et puis donc, il faut avoir des connaissances un peu plus approfondies au niveau de la paléographie, ça veut dire l'écriture, qui devient un peu sérieuse, quoi. Je veux dire, très difficile. Et si aujourd'hui la numérisation et l'augmentation de l'offre d'outils de recherche facilitent aussi grandement l'accès à la généalogie en la rendant plus accessible à tous, elle est aussi la porte ouverte à l'aventure et révèle des passions. La généalogie permet parfois de retrouver des origines ou des ancêtres insoupçonnés, mais aussi de lever le voile sur une histoire ignorée. Mon père m'a toujours dit ta grand-mère, les parents de ta grand-mère sont partis, c'était des protestants partis en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes. Et ils étaient des protestants du nord de la France. Pas du tout. Je me suis aperçue, et maintenant j'en veux la preuve, donc c'est pour ça que je continue à faire des recherches. C'était des Vaudois, non pas du canton de Vaud en Suisse, mais des Vaudois persécutés italiens. Atout biographique et historique donc, la généalogie nécessite un travail de recherche ardu, mais enrichissant. Faire son arbre généalogique, ce n'est pas seulement remplir des cases, c'est aussi s'immerger dans le passé et comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Et si cela vous dit vous aussi de vous lancer dans la construction de votre arbre généalogique, connectez-vous sur le site généalogiemonaco.org pour prendre contact avec l'association. Mardi à 20h au Théâtre des Variétés, l'Institut audiovisuel de Monaco propose de vous replonger dans un film de Jean Renoir, Partie de campagne. Nous y revenons avec Fabien Bonilla et Vincent Vatrican. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons d'un film de Jean Renoir de 1946, Partie de campagne. Un mot sur ce film, peut-être même plusieurs mots. Vous avez droit. Oui, plusieurs, parce que c'est quand même un chef-d'œuvre incontournable, même s'il a une histoire un peu invraisemblable. Dis donc, t'as vu les Parisiens? La femme est rudement bien. J'ai envie d'aller leur parler. C'est un film qui a été tourné avant la guerre, la Deuxième Guerre, et qui, pour notamment des raisons de météo catastrophique, a dû être interrompu et n'a pas pu reprendre. Il sort après la guerre. Et qui est en fait monté avec le peu qui a été tourné. Pour sortir en 46 dans une version qui fait 40-42 minutes, je ne sais plus exactement, donc qui est en plus vis-à-vis de l'autorité du Centre national du cinéma un format hybride, puisque c'est court ou long métrage. C'est la question que j'allais vous demander. Mais là, c'est un moyen, c'est un court, c'est un long. Il est en dessous du long métrage. Ouais. Donc déjà, c'était un statut hybride qui a posé longtemps des problèmes pour savoir mais qu'est-ce qu'on en fait. C'est une première partie de séance, c'est un film en lui-même, mais les gens ne vont pas payer pour 42 minutes de film. Donc tout ça a contribué à une histoire absolument rocambolesque du film, qui finit par sortir en 1946, monté par Marguerite Renoir, qui était sa compagne. Et ces 42 minutes sont peut-être la quintessence du cinéma de Renoir. Voilà, allez voir Partie de campagne avec à la suite une conférence d'Olivier Curchod. Merci Vincent. Merci Fabien.
Partie de campagne de Jean Renoir, c'est donc ce mardi à 20h au Théâtre des Variétés. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche, Frédéric ? Clairement, Émilie, puisqu'un grand soleil rayonnera encore dans le ciel. Toute la journée, le vent se lèvera dans l'après-midi et les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés dimanche 16 janvier. Nous fêterons les Marcelles. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec la patinoire de Monaco, là où notre invité David Luitenbrein a fait ses premiers pas sur la glace. Il y a peut-être, qui sait, dans les photos de Stéphane Dana qui vont suivre le nouvel espoir monégasque. Passez une excellente soirée et à demain 20h pour le best-of de la semaine.